Bueno, orduan jarraituko dugu ondoren ditugu mailan unibertsitate desberdinetako bi ordezkari. Han daukagu Rodolfo Pastore eta hemen Nadine Guixet-Batesti. Zera, hitz egingo duten ordenean jarraituz, lehenik eta behin hitz egingo du Nadine Guixet-Batesti irakasleak. Bi hitz bere, soslaiari buruz eta bere lerro nagusiari buruz. Nadine Marseillako Unibertsitatetik dator, bera da ekonomia eta lanaren soziologia laborategia deitzen den erakunde bateko arduraduna, institutua da, eta zera baita ere arduraduna da giza baliabideen kudeaketaren inguruko master batean. Eta master horretan planteamendua da giza baliabideen kudeaketa bai esan dudana, baina bereziki giza baliabideen kudeaketa gizarte ekonomia eta ekonomia solidarioko enpresetan. Eta honekin lotuta baita ere badago Intermate ekintzailetza soziala bultzatzeko programa, eta orduan iruditu zaigu interesgarria hemendik Gezki Institutotik ze harremana daukaten han Marseillako Unibertsitatean institutoa, masterra eta Intermate ekimenaren artean daukaten elkarlana, ezta? Horrexegatik Gezkiko kide batzuk eta Olatukopeko kide batzuk egon ziren Marseillan esperientzia ezagutzen, aberasgarria, interesgarria iruditu zitzaigun, eta horrexegatik nahi genuen Nadine hona etortzea, esplikatzea zein den beraiek daukaten eredua. Eta bere ildo nagusia esan genezake dela berrikuntza soziala eta ikasketa kooperatiboaren ingurukoa. Eta gero, daukagu baita ere gure artean, Baia Atlantikoaren beste alderaino, Juan Marko ginateke, daukagu gurekin Rodolfo Pastore Argentinatik etorritakoa, eta Rodolfo da Quilmeseko Unibertsitate Nazionalean Ekonomia eta Administrazioko sailaren zuzendaria, eta baita ere zuzendaria da programa batena, Kresikotea ditzen dena, eta programa honen helburua da sortzea gizarte ekonomiako ekintzailetzako sareak. Kasu honetan, iruditu zaigu interesgarria eredua Quilmeseko Unibertsitatekoa, bain zuzen ere nola unibertsitatetik planteatzen duten unibertsitate edapen bezala nola planteatzen duten gizarte hazitegia, azken finean gizarte ekonomiako enpresen sorkuntza eta bereziki kooperatibena. Eta, besterik gabe, berai emango dietitza eskertzeaz gain onaino etorri izana, Nadiren kasuan Marseillatik eta Rodolforen kasuan Argentinatik, eta espero dugu bidaiak balio izatea, pozik bueltatzea Marseillara eta Argentinara, eta emankorra izatea hemen konpartituko duten espazioa. Besterik gabe, nahi dezunean zurea da hitza Nadine. Egunon, hola, gracias por la invitación y por la oportunidad de discutir con ustedes el tema de la innovación social y la formación. Continuaré ahora en francés. Donc je vais vous parler d'innovation sociale et d'apprentissage coopératif à partir de 3 entrées. D'abord, la manière dont on a caractérisé l'innovation sociale,
notamment dans le cadre d'une coproduction avec les acteurs de l'économie sociale dans la région sud, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ensuite, comment on a utilisé cette caractérisation de l'innovation sociale pour mettre en œuvre un modèle de financement territorial, donc qui s'appelle le FISO, Fonds d'innovation sociale, donc pour lequel on a contribué donc à la définition des indicateurs. Et puis ensuite, je vous parlerai plus précisément de la formation dont je m'occupe, en mettant en avant notamment la dimension d'innovation et les stratégies que nous essayons de produire, de façon à développer à la fois des dimensions d'entrepreneuriat et des dimensions de transformation sociale, ainsi que ça a pu être présenté ce matin par les précédents intervenants. Je voudrais simplement donner quelques chiffres pour démarrer. En France, comme au Pays Basque, l'économie sociale, c'est 10% des emplois, mais à la différence du Pays Basque, 80% de ces emplois sont dans les associations. On a seulement 10% de ces emplois de l'économie sociale dans les coopératives. Donc on est là dans une situation complètement inversée par rapport à celle du Pays Basque, où ce sont effectivement les associations qui sont en France et dans la région sud particulièrement significatives. Donc quand je vais parler, je vais parfois plus faire référence aux associations qu'aux coopératives, même si aujourd'hui les coopératives de travailleurs sont particulièrement observées, et si on observe, et dans le même temps, même si de fait les innovations qu'on observe sont souvent dans le secteur coopératif, notamment des innovations statutaires autour de coopératives d'activité et d'emploi ou autour de sociétés coopératives d'intérêt collectif qui sont caractérisées par des multiparties prenantes. Donc, je vais commencer par reprendre la définition qui est présentée par le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire en France, qui regroupe l'ensemble des représentants de l'économie sociale et solidaire. Donc, ils définissent, on est en 2013 pour cette définition, l'innovation sociale de la manière suivante. Donc l'innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans des conditions actuelles du marché et des politiques sociales en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés. Donc les mots forts, c'est besoins nouveaux ou mal satisfaits, et avec l'idée de coopération des acteurs, notamment donc les utilisateurs et les usagers. Ces innovations concernent le produit ou le service, ainsi que le mode d'organisation et éventuellement le mode de distribution. Donc en général, elles reposent sur un processus qui va de l'émergence à l'expérimentation, la diffusion et puis l'évaluation, donc autour de quatre dimensions fortes, et notamment dans l'évaluation aujourd'hui, en France, on parle beaucoup de l'impact social. Donc il y a une rhétorique de l'impact social qui est plus large que la seule utilité sociale, avec un objectif implicite derrière de croissance, de nécessité de croissance de la taille de ces organisations. Dans le cadre de la loi française de 2014 qui définit ce qu'est l'économie sociale, donc une loi beaucoup plus compliquée que la vôtre à l'échelle espagnole. Donc on va définir effectivement l'innovation sociale de façon assez proche. Donc l'innovation sociale, c'est un projet d'une ou plusieurs personnes qui consiste à offrir des produits ou services présentant l'une des caractéristiques suivantes: des besoins sociaux, répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, avec une forme innovante d'entreprise, donc par un processus innovant de production, ou encore par un modèle innovant d'organisation du travail. Produire cette innovation sociale peut amener à bénéficier de financements publics sous certaines conditions, et notamment le fait que, dans un premier temps, la production de cette innovation sociale peut ne pas être rentable. Donc la loi de 2014 reprend
d'assez près la définition donnée par le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Et c'est aujourd'hui à cette définition que l'on fait référence quand on s'intéresse à l'innovation sociale. En même temps, M. Itier, qui est en charge au niveau national de l'économie sociale et solidaire, envisage peut-être de revisiter cette définition, notamment pour donner plus de place à la dimension de l'entrepreneuriat social, qui est très à la mode en France et à l'échelle européenne. Cet entrepreneuriat social faisant plutôt référence à la participation qu'à la démocratie. Donc une personne, une voix n'est pas centrale pour l'entrepreneur social. Et le deuxième élément, c'est que pour les entrepreneurs sociaux, on peut avoir une forme statutaire qui n'est ni coopérative ni association, mais une société de droit privé qui affirme juste, qui déclarera juste, ne pas être trop inégalitaire dans la répartition des excédents qu'elle réalise, mais sans obligation telle que celle qu'on les a dans les coopératives, d'affecter à des réserves, par exemple, obligatoires, une partie des résultats réalisés. Donc, dans le cadre de travaux réalisés en Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, on a commencé à travailler à partir de 2012 sur la question de l'innovation sociale avec les acteurs. Et donc, on a choisi de partir d'une méthode abductive, c'est-à-dire de partir de ce que nous disaient les acteurs sur le terrain, d'aller lire des travaux théoriques, notamment produits au Canada, au Québec, à Montréal, et puis de revenir sur le terrain, etc. Et on a mis en place un processus donc, de travail participatif avec le conseil scientifique de l'Observatoire régional de l'ESS, l'organisation ensuite d'un séminaire public dédié, et puis la mise en place d'un groupe de travail spécifique. Et on s'est appuyé sur des leviers qui étaient notamment les fédérations, les unions, les regroupements, des financeurs publics et privés de l'innovation sociale, et puis des accompagnateurs, donc dans le cadre de ce qu'on appelle le DLA, dispositif local d'accompagnement, donc qui vient appuyer, mettre en place des stratégies de développement pour des structures de l'économie sociale rencontrant des difficultés, et puis avec des couveuses d'activités, des pépinières. Et donc on a enquêté au total sur 17 initiatives d'économie sociale et solidaire pour essayer donc d'identifier des thèmes dominants autour de l'innovation sociale, ou encore ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des marqueurs de cette innovation sociale. Donc on a eu différents usages de ce travail-là. Donc on a d'abord construit conjointement entre notre laboratoire de recherche et la Chambre régionale de l'économie sociale donc une grille pour caractériser cette innovation sociale. L'objectif, c'était de permettre aux acteurs d'évaluer leur capacité à produire de l'innovation sociale et les points sur lesquels ils pouvaient éventuellement buter. Donc ensuite, ça a servi à mettre en place la grille d'indicateurs pour le fonds d'innovation sociale. Et puis ça nous a permis de construire une démarche pour observer et analyser les organisations et les différents, dans la production de différents biens et services, et notamment pour la mettre au service de la formation. Donc on a identifié 5 dimensions, 5 marqueurs de cette innovation sociale, donc à partir de ce que nous faisaient ressortir les acteurs de terrain. Donc vous voyez en haut, c'est la réponse aux besoins sociaux, celui-là est assez classique, on le retrouve dans la loi. Il y a l'importance d'un processus participatif, donc de l'association d'un grand nombre de personnes, d'acteurs. L'importance du lien au territoire. Toute innovation sociale est territorialisée, est ancrée dans le territoire, ce qui revient à dire que l'essaimage d'une innovation sociale est quelque chose de plus compliqué qu'une innovation technologique, parce que son ancrage dans le territoire est plus fort, donc son encastrement dans des spécificités locales est déterminante.
Quatrième élément, le modèle économique, qui renvoie donc à la dimension entrepreneuriale de l'activité d'innovation sociale. Et puis, cinquième élément, la réflexion autour de la valeur et qu'est-ce qu'on fait de la valeur créée, comment elle est partagée sur le territoire, distribuée en interne de l'organisation et éventuellement à l'extérieur. Donc, cette grille nous a servi ensuite pour mettre en œuvre au niveau régional la grille d'indicateurs du FISO. Alors, donc le FISO, c'est le Fonds d'innovation sociale. Il a été créé de façon expérimentale en 2015. Et il est cofinancé par l'État et la région. Et il a été testé dans 6 régions françaises, dont la région Sud-PACA. Il est géré par une grande banque française dédiée au développement des stratégies publiques, donc BPI France. La mise en œuvre opérationnelle passe par un appel à projet, donc assez traditionnellement. Donc cet appel à projet est régional et permanent. Et donc il est animé et coordonné par une agence régionale portant sur l'innovation et l'internationalisation des entreprises. Et donc, il en assure donc l'animation et la coordination. Et une fois la sélection des projets, les entreprises vont pouvoir obtenir des prêts à des taux zéro ou des avances remboursables qui vont être plafonnées à un niveau donné. Donc, en repartant du schéma qu'on avait présenté tout à l'heure, que j'ai présenté tout à l'heure en toile d'araignée, je vous reprends 2 éléments, processus participatif et territoire, qu'on a mobilisés pour essayer de mieux définir ce que l'on entendait par ce processus participatif et pour essayer de faire partager donc, un questionnement avec des opérateurs financiers qui, notamment, avaient du mal à comprendre ce qu'était l'innovation sociale et donc sa dimension participative et d'occupation, notamment en lien avec les usagers. Alors, par exemple, est-ce que la question qui était posée pour évaluer le projet, c'est est-ce que le projet s'engage dans une démarche participative de type multipartie prenante ? Donc le questionnement, c'était les usagers sont-ils présents? Donc les clients, les bénéficiaires, comment? À quel moment du projet? Dès l'origine, en cours de route, à la fin? Donc plus largement, comment le projet prend en compte d'autres parties prenantes que les usagers? Et quel rôle joue-t-il dans la mise en œuvre du projet? Donc ça, c'est le volet plutôt usager, partie prenante. Puis un deuxième type de questionnement qui devait être posé aux différents projets. Un questionnement sur la gouvernance, donc qui sont les décisionnaires et comment fonctionne la gouvernance du projet. Est-ce qu'il y a un ensemble de partenaires qui sont associés à cette gouvernance? Est-ce que l'on est sur un principe une personne, une voix? Est-ce qu'il y a des instances extra-légales qui seraient mises en œuvre pour faciliter, par exemple, la présence d'autres parties prenantes? Donc, ces questionnements nous permettaient d'avoir des critères de sélection. Donc, qualité de la prise en compte et de l'implication de l'usager et des parties prenantes, co-construction de la réponse avec le bénéficiaire, et puis, sur le volet gouvernance, diversité et implication des parties prenantes, existence de compétences, qualité de l'équipe, de processus, de méthodes, d'outils d'animation, rendant compte de cette volonté de faire participer. Donc, cette première dimension de participation nous a permis de travailler avec notamment les financeurs sur ces dimensions-là. Si on regarde plus précisément le lien au territoire, parce que c'est aussi une question assez centrale pour vous, mais aussi pour nous, eh bien, on retrouve la question qui est posée généralement. Le projet prend-il en compte les enjeux et la réalité du territoire? Donc, comment? 2 questions. Donc, une question autour des interactions. Connaissez-vous des projets similaires ailleurs? Est-ce que vous avez pris contact avec ce projet similaire? Quel lien y a-t-il avec votre projet? Et puis sur la question des ressources du territoire, quels sont les atouts spécifiques, les actifs de votre territoire
en lien avec le projet. Et donc, le critère de sélection, c'était de réfléchir à des solutions qui soient adaptées au territoire et pas simplement transposées au territoire, une capacité à générer une activation des ressources sur le territoire et la mesure du risque de mise en œuvre du projet, notamment avec l'existence de résistance, de menaces éventuelles, de temporalité dans la mise en œuvre du projet, qui nécessitait chaque fois des domaines d'expertise spécifiques. Donc ce qui est intéressant dans ce processus, c'est du point de vue de la méthode, on a bien été sur, on travaille cette grille avec les acteurs, on spécifie de façon plus précise cette grille, permettant ensuite de monter une grille d'indicateurs et de critères pour un fonds de financement dont l'objectif était bien d'être dédié aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Une des limites de cette dynamique a été liée au fait que dans les obligations que nous imposait au niveau national le FISO, il était nécessaire que les structures aient des fonds propres en quantité suffisante. Or, une partie des associations ne disposait pas des fonds propres suffisants pour pouvoir prétendre au financement de ce projet. Et c'est souvent des entreprises sociales qui sont venues, pas forcément des coopératives, loin de là, mais des entreprises sociales au sens français ou européen du terme, qui sont venues sur ce FISO. Donc je dirais qu'au terme de 3 ans d'expérimentation, on a à peu près 51% d'entreprises sociales et 49% d'économies sociales qui ont été financées par ce projet, bien qu'en amont, on ait essayé de travailler sur ces critères qui devaient a priori faciliter la présence de structures d'économie sociale et solidaire. Troisième point donc, de mon intervention, les innovations sociales comme grille de lecture, l'innovation sociale comme grille de lecture du changement, donc au service de la formation. Donc je me situe dans une perspective de logique institutionnelle ou de travail institutionnel, c'est-à-dire de capacité des acteurs de la formation dans le champ de l'ESS à transformer les pratiques traditionnelles de formation, en introduisant des dimensions participatives, en introduisant de nouvelles méthodes pour travailler en commun, collectivement, le projet des étudiants. Donc, on a notamment réfléchi sur une approche de la complexité des organisations et des territoires en travaillant sur des faisceaux d'indices, notamment à partir du travail qu'on avait fait sur l'innovation sociale, et on met volontairement l'accent sur les processus, donc avec l'idée d'abord de contextualiser, donc de mettre en débat, de construire des médiations avec le territoire, la volonté d'identifier clairement les parties prenantes, donc avec une cartographie des acteurs, qui sont les acteurs en présence, avec qui je pourrais travailler, pourquoi, comment. Donc on incite nos étudiants à se mettre dans cette dynamique-là. Donc quels sont les acteurs que je dois repérer, à quel moment, à quel endroit. Et puis après, de se poser une série de questions, avec qui je suis susceptible d'agir. Aujourd'hui, la région Sud PACA à laquelle j'appartiens est caractérisée par un pouvoir politique droite et extrême droite, au sein duquel l'économie sociale et solidaire n'existe plus. Donc si pendant 10 ans, l'acteur régional a été un acteur de soutien fort aux dynamiques d'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, il y a un vrai désengagement de la région et donc la nécessité de construire des stratégies alternatives pour trouver des financements, notamment en s'appuyant sur des fondations, mais avec des conséquences particulières sur l'orientation des projets. Donc, agir pour qui, avec qui, pourquoi, sachant que même si on se fixe un objectif, le résultat est toujours incertain, et le résultat, j'allais dire, est de plus en plus incertain dans les contextes de difficultés économiques, de difficultés d'engagement durable et de taille des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Je pense à un problème qui est particulièrement sensible sur Marseille, qui est très sensible en Italie, qui est la gestion des mouvements migratoires. Nous avons devant notre faculté aujourd'hui un lieu qui est protégé de la pluie. Aujourd'hui, c'est devenu un dortoir pour jeunes migrants. Donc c'est à ciel ouvert, enfin c'est recouvert, mais c'est tout ouvert autour. Donc on a une quarantaine de jeunes migrants qui vivent là. Les services de la mairie viennent tous les jours nettoyer. Il y a un point d'eau, mais il n'y a pas de toilette. Il y a
les femmes font sécher leur linge par terre, dans des endroits juste après que ça a été nettoyé, etc. Donc la question migratoire, elle ne va pas se réguler de façon rapide. Aujourd'hui, nous avons eu sur Marseille l'effondrement d'une série d'immeubles avec un quartier qui a été quasiment délogé. Donc il y a 1500 personnes qui doivent être relogées à Marseille, une ville dans laquelle le problème du logement est aigu parce que c'est une ville relativement pauvre. Donc comment trouver aujourd'hui des solutions à ces problèmes du logement? Donc avec qui travailler? Toujours les mêmes questions. Avec qui? Pour qui? Comment? Et toujours avec une incertitude absolue sur le résultat, même si on se fixe au départ, un certain nombre d'objectifs. Et puis, la question du comment, donc l'enjeu des méthodes pour construire du collectif et faire coopération, apparaît comme central dans nos questions de formation. Donc, en matière de processus de formation, on travaille sur les méthodes. Donc, comment fait-on et comment crée-t-on du collectif ? Au début, donc la formation que je dirige a un M2 en économie sociale et solidaire, un Master 2 en économie sociale et solidaire. À 18 ans, quand je l'ai monté, quand je l'ai ouvert, la première promotion, j'ai fait une présentation en disant « voilà ce qu'on va faire pendant l'année ». Et puis, 15 jours après, tout le monde avait oublié ce que j'avais dit. Donc après, à force de réfléchir, on s'est dit qu'on devait rentrer en donnant quelques informations dans la formation, mais surtout en travaillant de manière différente, et notamment en mobilisant des méthodes d'éducation populaire pour se rencontrer sur le premier jour, et notamment des méthodes de communication non violente, avec l'idée que ce qui était important, c'était d'abord de se rencontrer, de se voir, de se regarder, de dire qui on était, de s'exprimer à l'occasion de petits jeux animés d'ailleurs par d'anciens étudiants qui ont monté aujourd'hui des boîtes de conseils autour de ça. Et effectivement, on a complètement transformé l'accueil de nos étudiants avec un séminaire introductif sur 2 jours qui est dédié à uniquement un dispositif de rencontre et de mise en lien, permettant ensuite aux étudiants de travailler en commun. Donc on s'est appuyé sur un outil qui est assez intéressant, qui est l'université du nous, où on travaille tout à l'heure, parmi les intervenants, je crois que c'est vous disiez le jeu et le nous. Je crois que dans l'économie sociale et solidaire, cette question-là est centrale. Il n'y a pas que du nous, même si nous faisons ensemble. Il y a du jeu, et le jeu doit être associé au nous. Donc on a une université qui réfléchit là-dessus, notamment avec des petites fiches de travail qui sont très bien faites et que nous utilisons. Nous travaillons aussi sur des questions de gestion par consentement pour prendre des décisions, etc. Et puis, ce qu'on a essayé de travailler beaucoup avec nos étudiants, c'est que dans une organisation, il y a bien le travail, j'allais dire, quotidien que font les gens pour produire du bien et des services. Ça peut être de l'accueil, ça peut être de l'accompagnement à la mise en œuvre d'un projet, etc. Mais il y a toute une partie de travail qui ne se voit pas, qui est ce que j'appelle le travail démocratique, qui est le travail de construction des liens entre les acteurs, d'apprentissage de la vie coopérative, souvent nommée comme ça, de construction de règles pour pouvoir vivre ensemble correctement, de construction éventuellement d'instances extralégales pour faire participer d'autres personnes, de mise en débat, et finalement l'idée qu'à côté du travail normal, classique qu'on trouve dans n'importe quelle organisation, il y a un travail supplémentaire qui s'opère, qui n'est pas payé, qui n'est pas rémunéré, qui est le plus souvent invisibilisé, mais qui est central pour que l'organisation, qu'elle soit économie sociale ou plus particulièrement coopérative, puisse se mettre en œuvre. Alors, dans les coopératives, on va plus souvent retrouver éventuellement des postes dédié à cette animation de la vie coopérative. Je pense à une jolie coopérative en France sur l'énergie qui s'appelle Enercop, qui a un poste dédié à l'animation de la vie coopérative au niveau national, mais par exemple en région, elle ne va pas avoir les moyens de développer ce poste, et c'est souvent des étudiants stagiaires ou des services civiques qui vont développer cette question de l'animation de la vie coopérative. Je pense à une structure comme la Friche de la Belle de Mai, dans le secteur de la culture, qui a un statut de coopérative, là encore de coopérative d'intérêt collectif, qui elle aussi vient de développer un poste dans le cadre d'un service civique
autour de ces questions d'animation de la vie coopérative, de mise en lien, de travail de la coopération. Mais on se rend compte que la plupart du temps, les structures ont du mal à le financer. C'est en ce sens que je parle d'un travail qui est souvent gratuit, notamment au sein du milieu associatif. Et puis, on va travailler aussi sur l'expérimentation de projets collectifs, donc mise en débat, médiation, traduction, gestion des incertitudes et des tensions. Donc, vous avez une équipe qui s'engage, alors une équipe d'étudiants qui s'engage à faire quelque chose. Eh bien, comment on fait pour gérer l'incertitude de quelqu'un qui, finalement, ne travaille pas autant que ce qu'il avait prévu ou prédit au départ? Donc, comment on fait pour gérer cette situation, donc de passagers clandestins? Comment on gère les tensions qui peuvent naître à l'occasion de la pression de la réalisation du projet, du moment où il va se mettre en œuvre, etc. Comment on fait pour enrôler d'autres personnes et pour maintenir l'intérêt de ces personnes dans ce projet? Et enfin, comment on affronte la question du pouvoir? Souvent, des étudiants ont une représentation que finalement, parce qu'on serait en ESS, la question du pouvoir ne se poserait pas. Or, ce qu'on met en évidence, c'est que plus que jamais, elle se pose dans l'ESS et qu'il y a un véritable enjeu à désacraliser le pouvoir, mais à le poser en tant que tel, comme un espace à s'approprier et sur lequel on doit se positionner tant du point de vue du jeu que du nous. Donc, plus précisément, et pour vous donner quelques éléments autour de ce Master 2 en ESS, donc c'est un diplôme qui fêtera ses 20 ans en 2021, qui s'ancre dans des réseaux locaux très solides. Donc on travaille en permanence avec les acteurs. Quand un groupe d'universitaires basques était venu, ils étaient venus à l'initiative d'un des acteurs que nous suivons depuis son origine, avec lequel nous avons des partenariats renforcés, avec lequel nous construisons des stratégies importantes. C'est un incubateur d'innovation sociale sur le territoire marseillais, très ouvert sur la question des coopératives et très ouvert aussi sur la question de l'entrepreneuriat social. Donc on s'inscrit dans un réseau national de formation universitaire qui s'appelle le Réseau interuniversitaire d'économie sociale et solidaire, donc, qui réunit aujourd'hui près de 70 formations à l'économie sociale et solidaire en France, de niveau Bac+3, Bac+4 ou Bac+5. Donc ce réseau se réunit à l'occasion d'un colloque, en général au mois de mai, juin, une fois par an, et a une commission en son sein qui travaille sur la formation. Nous inscrivons aussi dans un réseau national national et international d'expertise. Là, c'est plutôt par le volet recherche. Nous sommes liés à la fois au réseau EMES, qui travaille sur l'émergence de l'entreprise sociale, au réseau CIRIEC, qui est plutôt tourné vers les coopératives, et sur le réseau de l'ISTR, qui est plutôt lié bénévolat, philanthropie. Nous avons été amenés à travailler sur de nombreux contrats européens et je suis moi-même membre du Haut Conseil à la vie coopérative à l'échelle nationale. Nous avons monté une chaire ESS, donc à l'université. Cette chaire ESS ne marche pas très bien parce que nous avons du mal à faire rentrer de l'argent, surtout dans le contexte actuel, puisque l'économie sociale dans la région sud est plutôt en difficulté. Par contre, cette chaire nous permet d'animer des réseaux de réflexion et de partenariat, et en fait vient simplement supporter de manière très informelle des stratégies de réseau sur le territoire local. Le diplôme, il repose, donc le M2 fonctionne sur une année avec 380 heures de cours, en général le jeudi et le vendredi, 100 heures de travail personnel, plus une activité professionnelle ou un stage, à minima de 4 mois. Nous avons, en termes de public, un tiers d'étudiants en formation initiale, 2 tiers en formation continue. Donc c'est un choix d'avoir plus de formation continue que de formation initiale. Et grosso modo, on a des étudiants qui ont entre 20 et 55 ans. Donc quand on a intégré des gens qui avaient plus de 55 ans, ils n'ont jamais eu envie de passer les épreuves du master. Ils ont eu un intérêt à suivre les cours, à rentrer dans les projets, etc. Mais la rédaction d'un mémoire, le fait de passer des examens en tant que tel, était relativement compliqué
compliqué pour eux. Donc le lieu de formation est à Marseille, à la faculté d'économie et de gestion. Et donc je l'anime avec Francesca Petrella. Donc les débouchés potentiels, c'est des débouchés qui ont trait donc à la direction des structures, donc des organisations de l'économie sociale et solidaire, quel que soit leur statut, responsables de projet. Les plus jeunes vont plutôt être responsables de projet, chargés d'études, chargés de missions autour de projets publics européens ou parapublics, beaucoup d'appui à la création d'activités. Donc beaucoup de gens qui travaillent aussi sur des établissements du social et du médico-social, qui représentent une part importante des associations. On développe aussi un petit peu de débouchés dans le champ de la finance solidaire et dans le champ du mécénat. Et puis on voit apparaître des nouveaux métiers, booster de territoire. Là, depuis 2 ans, on a plein de mots anglais qui émergent. Donc, notamment ces fameux boosters de territoire qui vont venir essayer d'appuyer le développement du territoire. Bien entendu, des consultants et des formateurs, et puis des chargés de mission dans des collectivités territoriales qui restent intéressés par l'économie sociale et solidaire. Donc, on a une organisation. D'accord. Une organisation en 5 modules. Donc, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire ? Droit, gestion, fiscalité de l'économie sociale et solidaire, management et RH, ressources humaines, entrepreneuriat, marketing et conduite de projets collectifs, et puis donc méthodologie, expérience professionnelle et mémoire. En fait, dans les 4 points que j'indique en vert sur la slide, c'est-à-dire gestion des projets collectifs, système d'évaluation de projet, enfin modèle d'évaluation de projet, méthodologie du mémoire et puis réalisation du mémoire appliqué. Dans ces 4 dimensions, les points d'innovation sociale que j'ai présentés tout à l'heure et les méthodes sont particulièrement présents et font notre spécificité par rapport aux autres diplômes. Donc on voit que c'est un diplôme assez généraliste parce que ce qu'on observe sur les territoires dans lesquels on intervient, c'est bien qu'on a rarement la possibilité d'embaucher dans une association en province un directeur des ressources humaines. Par contre, on va avoir un directeur général qui va s'occuper des ressources humaines. Donc nécessité de polyvalence de façon renforcée. Donc, en quoi sommes-nous finalement porteurs d'une forme d'innovation sociale ? Et ça sera ma conclusion. D'abord parce que nous sommes dans un cursus d'alternance, 2 jours par semaine. Donc ça, c'est un premier point qui est important, avec une démarche de professionnalisation qui repose notamment sur toutes les semaines l'organisation de conférences professionnelles avec des acteurs du territoire qui viennent présenter ce qu'ils font, comment ils interviennent, etc. Ce qui fait notre ancrage territorial. La moitié des enseignants sont des enseignants professionnels qui sont eux-mêmes en activité sur le territoire. Donc la mixité des publics, 2 tiers de formation continue, aucun diplôme sur mon université n'a autant de formation continue. En général, quand on fait de la formation continue, on le dédie dans un diplôme à part, où on met des 2 ou 3 formations continues parmi 40 formations initiales. Dans mon cas, c'est en général 15 à 17 formations continues pour 7 formations initiales, donc pour un public au total de 25 personnes. En termes, on a aussi organisé une passerelle avec la recherche, de façon à ce que des étudiants puissent ensuite, s'ils le souhaitent, tenter d'obtenir un financement pour leur thèse. Donc cette passerelle, elle est rendue possible notamment parce que nous sommes nous-mêmes membres du laboratoire qui permet cette passerelle. Du point de vue du financement, nous travaillons peut-être un peu au passé, beaucoup avec la région, notamment pour financer des chômeurs, et notamment des chômeurs de longue durée, dans de la réorientation vers l'économie sociale et solidaire. Puis nous utilisons le dispositif de service civique. Nous sommes les seuls à le faire pour l'université, pour venir faire un moyen de financement pour nos étudiants. Donc ils travaillent à mi-temps pour le service civique et à mi-temps pour nous. Et sur la fin de parcours, puisque le parcours dure 6 mois en présentiel, ils peuvent être à plein temps dans leur service civique.
Dernier élément de spécificité, nous avons construit notre diplôme autour de la validation des acquis professionnels, c'est-à-dire un dispositif en France qui permet de dire qu'on peut avoir un bac+2 et rentrer directement en bac+5 en fonction de l'expérience professionnelle qu'on a eue. Et du coup, on est très attentif à ce dispositif qui fait qu'aujourd'hui, encore, nous pouvons intégrer des gens qui ont bac+1, bac+2, des fois simplement le bac, mais 30 ans d'expérience dans le champ, comme directeur d'une coopérative, d'une association. Et c'est une innovation importante parce que s'il fallait faire tout le parcours, un certain nombre de gens ne pourraient pas le faire. Par ailleurs, on peut obtenir notre diplôme sans aller du tout à l'université par un processus spécifique où on rend compte de son activité et où on doit montrer comment son activité rentre dans les 5 modules qui ont été présentés. Et donc, on va être évalué simplement là-dessus. Enfin, dernier élément, on ne fait pas d'évaluation matière par matière, on fait une évaluation par bloc. Chacun des blocs est évalué, mais on n'évalue pas les matières à l'intérieur de ces blocs. Et c'est bien entendu la question du processus de formation qui est centrale, avec des mises en situation, des serious games. Et c'est ce qui fait qu'on apparaît effectivement tous ces éléments comme très innovants du point de vue de l'université. Merci encore de cette invitation. Je suis très honorée d'avoir pu intervenir devant vous dans le haut lieu de la coopération à l'échelle européenne. Merci beaucoup.